à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À vos droits, émission consacrée aujourd'hui à l'étude du déséquilibre significatif. Cette notion, empruntée au droit de la consommation, se retrouve désormais dans le Code civil depuis la réforme du droit des obligations de 2016. Le nouvel article 1171 prévoit désormais que dans les contrats d'adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. Mais que devons-nous comprendre à travers cette notion ? Comment est-ce que les avocats, les juristes et autres praticiens doivent appréhender cette notion ? C'est ce que nous tenterons d'élucider tout au long de cette émission. Nous accueillons ainsi Morgane et Adrien, deux étudiants en dernière année du double diplôme EDEC Business School et Université catholique de Lille, des spécialistes du droit des affaires. Bonjour Morgane, bonjour Adrien. Bonjour Théotime. Bienvenue. Que pouvez-vous nous dire sur les enjeux de cette notion de déséquilibre significatif ? Écoutez, moi je pense que l'enjeu majeur de l'introduction de ce nouvel article et de la notion de déséquilibre significatif va être finalement l'interprétation que nous allons donner à cette nouvelle notion. Notion qui n'est aujourd'hui pas bien établie par la jurisprudence. Alors, je pense à son interprétation, mais également aux conséquences pratiques que cette notion va créer dans nos relations contractuelles de tous les jours. Le déséquilibre significatif n'est pas seulement introduit à travers l'article 1171. Aujourd'hui, c'est finalement tout le code qui est soumis à cette notion générale de déséquilibre significatif. On la retrouve sous différentes formes. Je pense notamment aux clauses abusives dans le code de la consommation, dans lequel une clause est réputée abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Il existe aussi les clauses présumées abusives ou les fameuses clauses grises. Donc on voit bien ici, vous voyez que le déséquilibre significatif est plus précis que cette notion qui est introduite dans l'article 1. Alors, je pense également à la notion de lésion qui s'en rapproche. Ici, on pourrait peut-être même trouver dommage de ne pas avoir un peu plus, finalement, renforcé le champ d'application de la lésion, puisqu'ici, le déséquilibre significatif vient un peu se surajouter à cette notion. Je suis tout à fait d'accord avec Morgane. La notion de déséquilibre significatif tend vraiment à s'intégrer globalement dans notre droit des contrats et à s'imposer dans toutes nos relations contractuelles, et ce, sous différentes formes. Je pense également à la notion, par exemple, d'avantage manifestement excessif, qui est relative à la violence en tant que vice du consentement, et pour laquelle l'interprétation qui en sera faite est tout aussi floue pour le moment que celle de la notion de déséquilibre significatif. On peut également penser aux éléments qu'on pourra prendre en compte pour caractériser le dol ou la réticence dolosive, notamment lorsqu'il y aura dissimulation d'une information par un acheteur de cette information qui aurait été déterminante pour le co-contractant. À ce propos, on peut d'ailleurs se demander si le célèbre arrêt Baldus trouvera encore à s'appliquer dans le futur. Oui, je rejoins un petit peu ce que dit Adrien. Finalement, cette notion de déséquilibre significatif vient se surajouter à d'autres notions qui sont déjà bien ancrées dans notre code civil. Dès lors, consacrer cette notion de déséquilibre significatif, ce serait peut-être donner un moyen supplémentaire au juge d'interpréter le potentiel déséquilibre significatif, ce qui serait créateur d'incertitude. Donc, si je comprends bien, finalement, cette notion de déséquilibre significatif, cette réforme du droit des obligations de 2016, on aurait pu croire qu'elle aurait simplifié le droit en vigueur, mais finalement, elle ajoute un énième flou juridique. Oui, totalement. Merci pour vos interventions. Nous accueillons désormais Hélène, également étudiante au sein du double diplôme EDEC et Université catholique de Lille. Celle-ci va nous parler des conséquences pratiques du déséquilibre significatif pour les professionnels, les entreprises. Bonjour Hélène. Bonjour Théotime, bonjour Adrien. Merci de nous rejoindre, on vous écoute. Écoutez, comme le disait Morgane à l'instant, en fait, ces nouvelles notions créent de nombreuses incertitudes à l'égard des professionnels. Tenez par exemple, dès qu'on souhaite matérialiser cette notion, on rencontre un problème. Vous, Théotime, Adrien, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qui est significativement déséquilibré ou non ? Ça me semble compliqué. C'est difficile, en effet. Voilà, en effet, c'est bien le problème. Il n'existe pas de définition claire et précise, ni même d'éléments concrets et méthodiques qui nous aideraient à apprécier cette notion. Alors, à ce sujet, en fait, le rapport fourni avec l'ordonnance nous dit « Les critères d'appréciation du déséquilibre sont déjà connus, puisqu'ils sont inspirés de ceux fixés dans le Code de la consommation. » Alors moi, cette précision me laisse très dubitative, puisque en effet, j'imagine mal comment,
le terme significatif ainsi que son appréciation au sens du droit de la consommation vont pouvoir se transposer au droit commun et encore plus au droit des affaires sans aucun ajustement. Je comprends, mais alors concrètement, que conseillez-vous aux personnes qui nous regardent ? Écoutez, je pense que les entreprises en sont conscientes. Toute cette notion crée vraiment un risque important pour les entreprises, puisque un avocat qui va souhaiter attaquer un contrat déséquilibré, il dispose dorénavant d'une multitude d'armes juridiques. Donc le contentieux va donc augmenter. Et ensuite, en cas de contentieux, il reviendra au juge d'apprécier cette notion. Donc en fait, l'issue du contentieux est totalement aléatoire. Alors c'est pour ça, moi, à titre préventif, je recommande aux entreprises de bien faire attention aux rapports qu'elles entretiennent avec leurs co-contractants, dès la négociation, mais aussi au moment de la formation et surtout au cours de l'exécution du contrat. En fait, les entreprises maintenant ont en quelque sorte un devoir de loyauté. Et également, je leur conseille de se prémunir déjà de toute preuve en cas de contentieux qui vont pouvoir prouver que les parties sont de bonne foi, qu'elles ont cherché l'équilibre général du contrat et que ainsi, si une clause peut être déséquilibrée, en fait, elle sera compensée par une autre clause du contrat. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Ça me fait penser, si on veut vraiment protéger les entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système un peu à l'image de ce qui se fait en droit fiscal avec la procédure de rescrit, où en fait l'entreprise irait voir une juridiction pour lui proposer, pour lui présenter son projet de contrat d'adhésion et ainsi obtenir un avis du juge pour dire, en effet, ça peut être regardé comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tel système ? Écoutez, moi, ça me semble une bonne option pour limiter l'insécurité juridique, justement. Certes, c'est une solution, mais en pratique, ça me paraît compliqué vu l'encombrement des juridictions. C'est sûr, nous verrons. Bien, merci Hélène. Adrien, une dernière remarque ? Je voudrais ajouter qu'au-delà des conséquences pratiques que cela engendre dans les relations contractuelles de tous les jours, ce problème soulève aussi deux questions majeures. Tout d'abord, celle de la moralisation du droit par notre législateur dans un souci de justice contractuelle, et celle de l'introduction et de la généralisation également de la notion de bonne foi dans les relations contractuelles. Si la morale peut être source de droit, pourquoi des parties en relation contractuelle devraient se voir imposer une telle morale ? Autre problème, cela reviendra au juge d'interpréter si le contrat est moral et s'il y a une équité dans ce contrat. Or, cela appelle quelques critiques. Est-ce réellement la place du juge que d'interpréter ces contrats ? Est-il compétent, est-il légitime pour le faire ? On peut sincèrement douter. Je comprends. Mais alors, si on suit ce raisonnement, cela reviendrait à vraiment séparer la morale du droit, faire du droit sans morale presque. La question est, est-ce réellement le rôle de notre législateur que de moraliser les rapports contractuels, les relations contractuelles, notamment lorsqu'il s'agit de relations d'affaires ? Si on compare avec des pays de common law, par exemple, la notion de bonne foi n'existe pas en tant que telle. Et lorsqu'elle existe à travers des clauses contractuelles, les juges sont plus que réticents à la prendre en compte. Reste à savoir comment évoluera les prochaines réformes, dans quel sens les prochaines réformes tireront notre droit. Est-ce que ces besoins de morale et d'équité sont des attentes de notre société ? Je ne sais pas. C'est un point de vue, effectivement. Merci Adrien, merci Hélène. Il est maintenant temps pour moi de clôturer cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine édition.